Voilà, je cède la parole à Marc et on peut démarrer la conférence avec M. Bruno. Voilà. Marc, la parole est à toi. Oui, merci. Merci Didier. Alors nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Bruno Coleman, qui est membre de l'Académie royale, professeur d'université et CEO de Grove Petercam. Le thème du jour, c'est après les élections américaines. Bruno connaît très bien l'Amérique. Bon, il a des ancêtres qui sont partis aux États-Unis. C'était à la fin du 19e siècle, il va peut-être en parler d'ailleurs. Il a fait une partie de ses études aux États-Unis et puis il a dirigé quand même Euronext Bruxelles qui faisait partie de l'entité globale avec la Bourse de New York. Alors le 4 novembre, c'est-à-dire au lendemain des élections, je l'ai interrogé pour l'Écho, persuadé à l'époque que allait gagner les élections. Donc voilà, donc finalement c'est Mike. Et en février, il avait dit aussi lors de l'apéro de l'Écho, donc qui paraît le samedi journal, que pour les démocrates c'était foutu. Donc voilà, donc, mais il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi Trump a fait quand même un très bon score et qu'il a quand même gagné. Donc voilà. Je lui laisse la parole pour une trentaine d'abord peut-être pour... donc il faut toujours assumer ce qu'on a dit et écrit, et je vais le faire. En fait, j'avais, pour revenir plus loin dans l'histoire, écrit un article en septembre 2017, donc il y a plus de 3 ans, dans l'Écho, qui était intitulé « Est-ce qu'en 2020, les États-Unis seront encore une république ?» avec tout un argumentaire qui disait que finalement, le régime politique était en train de changer aux États-Unis. Et moi, je pense qu'en fait, dans les faits, Trump a gagné l'élection. Je pense que légitimement, il y a beaucoup de républicains qui considèrent qu'il y a eu des fraudes. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en termes de vote populaire, Trump a gagné 10 millions de votes en plus que ce qu'il avait gagné en 2016, et que le Trumpisme ne fait que commencer. C'est parce que nous, on regarde les États-Unis avec nos yeux à la recherche de l'équilibre tempéré politique, mais les États-Unis sont un pays furieux. C'est un pays au sein duquel les gains de productivité n'ont pas été transformés en salaire depuis à peu près 25 ans. Et alors, il faut regarder CNN, mais il faut aussi regarder Fox News. Et toute cette agitation qui est en train d'être constatée aux États-Unis. Et je pense que Trump, en tout cas les républicains, vont décrédibiliser la présidence de Biden en considérant qu'elle est illégitime et qu'elle n'est qu'une parenthèse entre 2 élections républicaines, la prochaine devant avoir lieu normalement en 2024. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans une situation apaisée, et la finesse des votes avec l'histoire des grands électeurs ne garantit pas ce qu'on appelle un raz-de-marée électoral. Donc, il faut rester très puissant, très prudent. Et donc, moi, je crois que le Trumpisme n'est jamais qu'une expression peut-être un peu effervescente et un peu outrancière d'un courant profond aux États-Unis. Il se fait que, c'est vrai, cette année-ci, je ne suis pas allé, mais j'ai chaque année aux États-Unis au moins 2 à 3 fois. J'étais 3 fois l'année passée. Et de ces micros ou parfois plus longues visites, depuis des années, il m'est apparu que les États-Unis changeaient. Et je peux l'observer parce que je retourne parfois dans l'université où j'ai étudié dans l'Indiana, et j'ai vu vraiment de manière tactile, de manière tout à fait précise, combien l'humeur des Américains changeait par rapport à eux-mêmes, et surtout par rapport aux étrangers. Donc autant il y a 20-30 ans, un peu à la joyeuse époque de Simon et Garfunkel, un Européen a été accueilli à bras ouverts comme étant le peuple originel qui a fondé les États-Unis. Autant maintenant, quand on va aux États-Unis qu'on n'est pas américain, on est vu avec prudence et méfiance. Donc je pense que le Trumpisme ne fait que commencer, et que c'est une expression isolationniste qui a commencé il y a bien longtemps. On peut la situer, à mon avis, en 71. Parce que quand on voit les États-Unis, enfin, nous, on a tendance à voir l'histoire européenne de manière avec des coupures verticales, qui sont la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale quand on commence au XXe siècle. Mais les États-Unis, on doit voir ça différemment et de manière plus horizontale. Il y a eu aux États-Unis une phase de libéralisme qui a commencé véritablement avec la révolution industrielle et qui s'est achevée en 1929, avec bien sûr la Première Guerre mondiale, mais qui était assez courte pour les Américains. Et cette phase de libéralisme, c'était la phase du progrès technologique, de l'invention, des chemins de fer, de l'électrification, du développement de l'automobile. Il ne faut pas oublier que les Américains sont un peuple d'industriels, alors que les Anglais sont plutôt un peuple de courtiers. Et si vous voulez voir un film qu'on peut regarder gratuitement sur Amazon Prime, il faut regarder The Race, la course, qui est en fait toute l'histoire du combat qui a opposé
Westinghouse et Edison en matière d'électrification des États-Unis. Donc ça s'est passé très vite. Donc une phase de croissance gigantesque. Et d'ailleurs, que les Américains ont cru pouvoir amplifier dans les années 20 grâce à la prohibition. La prohibition et son abandon ont fait l'objet de 2 amendements constitutionnels. L'idée étant que finalement, que si les Américains buvaient moins, eh bien, ils travailleraient plus. En fait, c'est le contraire qui s'est passé, parce que le travail était tellement abrutissant qu'ils devaient boire pour oublier leurs préoccupations. Et donc 29 a été vraiment une césure massive, puisqu'entre 29 et 32-33, on a vu l'écroulement américain. Et les Américains sont entrés dans une phase de keynésianisme qui a duré en fait jusqu'en 76, quasiment 40 ans. Alors bien sûr, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû gérer 2 guerres, Atlantique et Pacifique, puis après la guerre de Corée, mais finalement, ils ont eu une phase de gestion extrêmement régalienne de l'économie, avec des contrôles de change, des taux d'imposition extrêmement élevés, bien plus élevés qu'en Europe, et ce n'est qu'en 76, plus ou moins sous Carter, que la pression fiscale a commencé à baisser. Et donc une phase de libéralisme, 2-3 ans de chaos, 29-33, 40 ans de keynésianisme, qui n'en portait pas le nom d'ailleurs, et puis dans les années 80 commence la période néolibérale, puisque c'est le libéralisme après le libéralisme du début du XXe siècle, qui est en fait un combat contre l'inflation, et qui est l'amplification, enfin, qui est en fait la restauration des attributs du capital par rapport au travail. C'est-à-dire que le capital avait perdu quasiment 50% de sa valeur dans les années 70 à cause de l'inflation. C'est le combat contre l'inflation qui génère l'émergence, la jouvence du néolibéralisme. Et les Américains, alors, sont dans une phase de démantèlement des grands monopoles d'État, dans la promotion idéologique d'un modèle. Et on peut même voir plusieurs phases. On peut voir les années 80 comme étant l'émergence du néolibéralisme, les années 90 comme étant la confirmation, et puis à partir de 2000, et surtout à partir de 2008, l'emballement du néolibéralisme, et on est maintenant 40 ans plus tard, après la nomination de Reagan. Et en fait, quand on voit Trump s'inscrit parfaitement dans le courant isolationniste, néolibéral américain, qui en fait a coïncidé avec la fin du keynésianisme. Alors je disais tout à l'heure, c'était 76, c'est 76, c'est aussi un peu 71 quand les Américains ont quitté les accords monétaires d'après-guerre, Bretton Woods, donc avec l'abandon de l'étalon or et en fait la libération par rapport à toute contrainte en matière de gestion du dollar. Donc Trump n'est pas une aberration de l'histoire. Par contre, Trump est l'expression d'un néolibéralisme qui est allé trop loin, puisqu'en fait, je le disais depuis 95 pour être précis, les gains de productivité ne sont pas transformés en salaires. Les gains de productivité ont quasiment doublé aux États-Unis depuis cette période, les salaires ont augmenté de 12%. Et donc, finalement, les Américains se sont appauvris par rapport à la valeur ajoutée professionnelle qu'ils apportaient. Et c'est le capital qui en a tiré les fruits. Et d'ailleurs, on le constate de manière statistique, les revenus du capital augmentent largement par rapport aux revenus du travail. Et ça, on le voit au niveau des États-Unis, mais au niveau de la planète tout entière. Donc, cet emballement du néolibéralisme a conduit à des gens précarisés qui finalement ont cru trouver un Deus ex machina en la personne de Trump. Et donc, c'est pour ça que je pense que Trump, je prends quelque chose de chaud parce que j'ai un peu à la gorge. Trump n'est pas une aberration historique. Trump est l'appel d'une confrontation à un système qui a épuisé les Américains eux-mêmes. Et ce que Trump a amplifié malheureusement, c'est le malaise américain, parce que d'habitude, quand les Américains vivent un malaise social intérieur, comme par exemple la fin de la ségrégation dans les années 70, ils expulsent cette violence sociale en lançant des guerres, avec un ennemi qui est désigné, c'est les Chinois, c'est Saddam Hussein, tout ça, Ben Laden. Et donc le peuple en fait s'aligne sur un combat juste, moralisé évidemment, porté à l'extérieur. Ce que Trump a fait, c'est le contraire. C'est qu'en fait, il n'a pas lancé de guerre, il a rapatrié une grande partie des militaires, notamment ceux qui avaient été déployés en Afghanistan, et il a non pas désigné un seul ennemi, mais de multiples ennemis. Et donc, il a en fait augmenter la température de la cocotte minute américaine jusqu'aux confrontations qu'on a vues dans certaines villes et certaines émeutes, puisqu'en fait, les Américains n'ont pas pu expulser cette violence sociale dont je parlais. Donc, c'est une économie, je crois, qui est en malaise. Et finalement, Trump a été élu parce qu'il est, aux yeux des Américains, ce que les Américains ne sont plus eux-mêmes, c'est-à-dire successful.
C'est comme si en fait on recherchait une sorte de résurgence de personnalité qu'on n'est plus dans quelqu'un qui est le Deus ex machina pour lequel on a voté. Donc le malaise américain ne fait que commencer. Il ne faut pas croire que parce qu'on a nommé Kerry et des gens qui parlent plus ou moins français, que tout ça va se calmer, bien au contraire, je pense. Voilà. Maintenant, pour parler un peu d'économie, les Américains ont cette capacité qui est en fait unique au monde, de pouvoir faire financer leurs déficits tant commerciaux que budgétaires par le reste du monde, puisqu'en fait ils ont imposé leur devise comme étant la devise de référence. Deux pourcentages qui vont mettre les choses en évidence. Ben, les Américains, c'est 5% de la population mondiale, mais le dollar représente 60% des échanges internationaux. Quand je dis qu'ils se font financer par le reste du monde, ça s'est arrêté il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui la Federal Reserve se substitue aux prêteurs étrangers, puisqu'elle imprime de la monnaie, mais la plupart des pays, des zones monétaires le font, comme la Banque Centrale Européenne. Et donc on en arrive à une situation économique américaine, qui est stimulée maintenant par la croissance monétaire et par le déficit budgétaire, l'un finançant l'autre, mais comme on le voit dans d'autres pays. On le voit dans la zone euro, la Banque Centrale Européenne aura à terme acquis à peu près 30% des dettes publiques. Et donc c'est une pathologie qui en fait devient quasiment mondialisée, c'est-à-dire qu'on imprime de la monnaie pour financer des engagements sociaux ou des programmes de stimulation budgétaire que l'épargne accumulée n'aurait pas pu financer. Et donc la véritable question qui se pose quand on voit les choses avec un grand angle, pas simplement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde, c'est de savoir, mais quel est l'aboutissement de tout ça? Finalement, c'est presse-habillés qui tournent un peu partout, c'est dettes publiques qui augmentent à un rythme effréné. Est-ce qu'on est dans un schéma classique de création de monnaie qui va elle-même donner lieu à de l'inflation? Ça, c'est la question. Et en fait, on ne voit pas cette inflation. Normalement, quand on applique la théorie classique, la fameuse équation de Fisher des années 30, on sait que si on est dans une situation de plein emploi, qu'on augmente la masse monétaire, à niveau de transaction équivalent, on crée de l'inflation. Et donc finalement, l'inflation gomme le bénéfice de la création monétaire. Donc finalement, les États s'endettent, on crée de la monnaie pour compenser l'endettement, pour financer l'endettement, mais l'inflation va renier les dettes qui ont été créées. En fait, l'inflation annihile l'augmentation de l'endettement public. Et ça ne se passe pas actuellement. Pourquoi? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord le fait qu'on n'est pas en plein emploi, on est en sous-emploi dans certaines régions, moins aux États-Unis que chez nous. Et donc, la création monétaire tombe un peu dans le mou de l'économie. Il n'y a pas de tension salariale, il n'y a pas d'inflation salariale. Et d'autre part, le phénomène, je pense, et on est en faible croissance, mais je crois que le phénomène qui n'est pas encore bien paramétré, c'est que on est en situation de vieillissement de la population. Et on peut déceler, alors c'est pas une tendance lourde, hein, mais on peut déceler sur base de l'exemple japonais, qui a vécu cette tendance plus tôt que d'autres pays, on peut déceler je vais pas dire une corrélation, mais une affinité, une juxtaposition entre le vieillissement de la population et l'augmentation de la propension à épargner. Donc en fait, finalement, dans les pays vieillissants, les gens épargnent d'autant plus vite qu'ils ne vieillissent. Et donc ça crée en fait une abondance d'épargne qui est supérieure aux besoins d'investissement. Et donc ça évite évidemment une inflation puisque la demande de monnaie est largement satisfaite par l'épargne qui est économisée de manière passive. Et comme on rentre dans ce qu'on appelle le papy boom ou le mammy boom, hein, puisque le baby boom s'est échelonné entre 45 et 65, et que les gens nés en 45 ont eu 65 ans en 2010, et que on a gagné 20 ans d'espérance de vie, ce sera de 2010 à 2050 qu'on aura un papy boom ou un mammy boom, avec un pic environ en 2030. Comme on rentre dans cette période de vieillissement de la population, il est tout à fait possible que finalement, il n'y ait pas d'inflation, pas de tendance de pulsion inflationniste, parce qu'elle sera étouffée par ce vieillissement. Bien sûr, d'autres choses peuvent se passer. Il peut y avoir un moment, un raidissement, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir une inquiétude, il peut y avoir des crises régionales, que sais-je, des pertes de confiance dans certaines monnaies. Mais globalement, à paramètres inchangés, on pourrait très bien vivre dans une situation qui est
non inflationniste et au sein de laquelle les États prennent une place de plus en plus importante au travers des banques centrales qu'ils contrôlent désormais. Voilà, ça c'est un peu le tableau. Alors, un autre phénomène dont on n'arrive pas bien non plus à capter ou à capturer l'envergure, c'est cette fameuse globalisation, cette mondialisation. On s'étonne, et Marc le fait souvent dans ses éditos, toujours de très 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 grande qualité d'ailleurs, de voir comment les marchés semblent donner peu d'importance au phénomène politique. Comme s'il y avait un effet de dilution de ces phénomènes politiques dans une économie beaucoup plus large que ce qu'on avait pu imaginer. Eh bien, c'est sans doute vrai. Sans doute que nous avons des marchés maintenant qui sont tellement, des entreprises d'envergure tellement mondiale que, en fait, ces entreprises se diluent dans les différents, on va dire, interstices de la vie politique ou inversement, et que finalement, les orientations ou les pilleurs politiques qu'on voit sont mineures face à l'importance des marchés. Sachant que le monde entier a quand même adopté un modèle de nature plus ou moins néolibérale, à tout le moins libérale, et que donc il y a en fait une espèce de dilution du politique dans l'économie, qui est une sphère marchande beaucoup plus puissante qu'auparavant. Voilà, alors maintenant revenons aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont certainement, on le pressent évidemment, renouer toute une série de comptes. Et je pense que l'endroit, dans le domaine dans lequel ils vont être bons, c'est pas tellement dans tout ce qui est gestion intérieure du pays, c'est dans tout ce qui est le multilatéralisme. Donc en fait, ils vont certainement annuler toute une partie de réformes de Trump. D'ailleurs, Biden, je crois, le premier jour de son investiture, va signer une volée de décrets présidentiels pour annuler tout autant de décrets que Trump aurait signés. Parce que je pense que les démocrates qui ont une vision peut-être un peu plus humaniste ont compris que il fallait absolument éviter l'isolationnisme économique. Dans un premier temps, le protectionnisme est bon, mais pas dans un second temps, parce que ça rend les économies moins concurrentielles et ça les confronte moins à la concurrence étrangère. Mais au niveau de la gestion intérieure du pays, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements, parce qu'il y a d'abord ce fameux plan de stimulation qui est dans les limbes et qui n'a pas réussi à être conclu entre démocrates et républicains, mais que de toute façon, ils ne sont pas tellement éloignés l'un de l'autre quant à la nature du programme, et donc ce sera plutôt dans le domaine international qu'on en verra le bénéfice. Voilà en gros. Mais Marc, tu veux peut-être prendre le relais en termes de questions? T'entends pas, Marc? L'impôt des sociétés. Ah, Didier. Oui. Sur l'impôt des sociétés. Oula, il y a un écho. Moi, je mets en mieux. Est-ce qu'on m'entend? Je m'en entends. Sur l'impôt des sociétés, donc Trump l'avait abaissé. Ici, Biden a promis qu'il allait le remonter. Est-ce que c'est un danger pour l'économie et notamment pour la bourse américaine? Oui, mais modique, parce que on se rend compte que l'impôt des sociétés a joué un rôle très important en matière d'augmentation de la bourse. Je pense que Biden ne va pas se précipiter pour les réaugmenter. L'effet anticipatif de Trump qui a conduit qui a accompagné la hausse boursière, quand on discute avec les Américains, c'est plutôt l'aspect de la déréglementation, de la dérégulation des entreprises, notamment du secteur bancaire. Et donc, je serais extrêmement étonné que Biden soit très opposé à ce que Trump a fait. Je pense que Biden va garder tout ce qui est... Bon, il faut pas croire que Biden est comme nous. Hein. Les démocrates, finalement, on a l'impression qu'ils sont des sociodémocrates, comme on pourrait les appeler chez nous, mais non, d'abord, ce sont des Américains, ce sont des gens qui sont extrêmement dans la promotion du modèle américain. Et je crois que je serais étonné, je peux me tromper, hein, je serais étonné que Biden fasse marche arrière significativement marche arrière en matière d'impôts et de dérégulation. D'ailleurs, en fait, il était fortement soutenu par les entreprises de Wall Street. Donc, si les entreprises de Wall Street avaient eu la conviction que
que l'homme allait taxer outrancièrement, comme la sénatrice Warren l'avait proposé, je pense qu'il n'aurait pas été soutenu. Donc ce soutien qu'il y a eu de Wall Street, notamment en termes de financement de campagne, est quand même, à mon avis, la vague illustration qu'il n'y aura pas de changement majeur. Je ne crois pas qu'il y aura un changement majeur. Alors, une des nouvelles du jour, c'était hier soir, le Wall Street Journal annonce que Janet Yellen, donc l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, va devenir la secrétaire au Trésor de Biden. C'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une excellente nouvelle, parce que... Ce dialogue avec la Fed qui a été très dur avec Trump, qui a quand même dépassé, selon moi, les bornes de l'indépendance de la Fed. Donc, Non, mais je pense que ces gens se respectent énormément. Yellen a été remplacé par Powell, et donc Powell, finalement, n'a pas mené une politique significativement différente de celle que Yellen aurait pu mener. Donc je pense qu'avoir une symbiose, une bonne résonance entre ce qu'on appelle le ministre des Finances américain et la Federal Reserve, c'est important. Et c'est important aussi, je pense que c'est un signal même décisif pour les marchés, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opposition entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que Yellen, qui avait fait fortement baisser les taux d'intérêt, d'ailleurs, on a vu, il y avait des dessins animés qui montraient qu'elle était beaucoup plus petite que Greenspan, qui était bien sûr beaucoup plus petit que Volcker, qui mesurait 2 mètres, que finalement, elle avait parfaitement accompagné le mouvement de la reprise après les chocs des dernières années, et que finalement, elle sera, à mon avis, elle ne sera pas opposée à une politique de taux d'intérêt qui soit bas de manière persistante. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Sur les GAFA, quelle sera la politique de Biden? On sait que les GAFA sont quand même de plus en plus critiqués, à la fois en Europe, mais également aux États-Unis. Certains réclament le démantèlement des Amazon qui deviennent vraiment très grands, peut-être trop grands. Que faut-il en penser? Ce qui se passe aux États-Unis est quasiment une aberration historique, puisqu'en fait les Américains, les États-Unis, ont été fondés sur le combat des monopoles. En fait, la Boston Tea Party, qui a été le déclenchement des hostilités avec les Anglais, est provenue du fait que les Anglais voulaient imposer le monopole d'importation de thé venant des Indes. Et donc, dans le port de Boston, les ballots de thé ont été jetés à la mer, et ça a conduit à ce fameux No Taxation Without Representation. Et donc, les Américains ont fondé leur économie sur le modèle de la libre concurrence, c'est-à-dire sur l'émiettement des entreprises, pour que tout entrant ou tout sortant ne soit pas pénalisé par des acteurs dominants. Donc la concurrence parfaite, c'est le modèle par essence qui prévaut aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est valable aussi dans le domaine, excusez-moi, je gorge un peu enroué, c'est valable aussi dans le domaine de la détention, de l'actionnariat des entreprises. Autant chez nous en Europe, nous avons des actionnaires de contrôle importants. En Belgique, à titre d'exemple, c'est 1/3 des sociétés cotées qui sont détenues. Non, l'actionnariat des sociétés cotées ressorti à un actionnaire dominant pour 1/3 des parts. Autant aux États-Unis, on promeut l'émiettement complet de l'actionnariat, parce qu'on part de l'idée que plus le capital est mobile et fluide, plus il va s'insérer dans les phases de progrès d'économie. Et donc, les Américains ont combattu les monopoles. Il y a eu le fameux Sherman Act, je crois, de 1870. Il y a eu 2 phases de grand démantèlement. Il y a, je crois, en 1911, je crois que c'est en 11, je peux me tromper, en 1911, il y a Standard Oil, de Rockefeller, qui était démantelé, puisque Rockefeller, en fait, contrôlait tout le marché pétrolier américain. D'ailleurs, il y a peu de gens qui le savent, mais Esso, la station Esso, ça vient de Standard Oil, c'est SO. Et puis, il y a eu, dans les années 80, le démantèlement de Bell, qui était une entreprise de télécommunications. Et oui, donc c'était les Babybel, donc elle était fragmentée par région. Alors, l'histoire des GAFA, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, c'est Warren, la sénatrice Warren, qui avait promu leur démantèlement, en tout cas le combat contre les monopoles. Les GAFA ont dépassé les indices de concentration monopolistique. Ça, il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Je crois que ça s'appelle l'indice Hirschman de mémoire, j'ai vu ça il y a très longtemps. Mais le problème, c'est ça, ce ne sont pas des monopoles qui ont été constitués par acquisition. Ce sont essentiellement des monopoles qui sont auto-créés par une augmentation des barrières à l'entrée de leur propre activité. Donc c'est pas comme s'il y avait, bien sûr, il y a WhatsApp qui a été acheté par Facebook, mais
c'est pas comme si c'était des monopoles qui avaient été constitués en achetant toute une série de concurrents qui auraient été mis sur la même coupole. Ce sont des monopoles qui s'autogénèrent. C'est le cas d'Amazon. Amazon, en fait, génère sa propre vitalité de l'intérieur de son business case. Et donc, c'est très difficile, en fait, à démanteler. Démanteler par ligne de métier n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est, oui, voilà, qu'il y ait un actionnariat partagé pour certaines lignes de métier, comme par exemple la direction de livres ou de films ou des choses comme ça. Mais c'est extrêmement compliqué parce que toute la force du modèle repose sur l'intégration des comportements d'achat des particuliers dans tous les domaines qui sont couverts par Amazon. Donc je pense que les Américains, et de nouveau, il ne faut pas se tromper, sont des gens qui sont des dominants, ce sont des conquérants, des impérialistes. Et donc, comme ils sont en train de conquérir le monde grâce à leurs GAFA, je ne pense pas qu'ils vont s'auto-flageller à démanteler les GAFA à marche forcée, alors que finalement, toute la promotion du modèle néolibéral qui a tiré profit tant de la mondialisation que de la digitalisation, c'est fait grâce aux GAFA. Donc je pense que là aussi, il ne faut pas attendre trop de changements. Il y a la montée en puissance de la Chine qui pourrait devenir la plus grande puissance mondiale à terme. Ça va devenir. Les Américains. Trump a été relativement dur avec les Chinois. Et on dit que Biden poursuivrait quasiment la même politique. Je ne serais pas étonné. Mais on peut même aller plus loin dans la question. Est-ce que Biden continuera à être l'homme d'aucune guerre? On ne sait pas. Il a quand même été le VP d'Obama, sur lequel il y a quand même eu pas mal de conflits qui ont été initiés. Et donc, on peut pas exclure le fait que les Américains reprennent une posture qui était en fait celle qu'ils avaient eue pendant très longtemps. Et la confrontation avec la Chine, oui, en fait, on a deux macropuissances, deux pays continents qui vont s'opposer. À mon avis, à un horizon de 4-5 ans, en termes de PIB, le PIB chinois va dépasser celui des États-Unis, ça c'est certain. Les Chinois, c'est quand même une économie dont le PIB a été multiplié par 80 en 40 ans. C'est quand même assez rapide. Mais ce serait une confrontation qui ne sera sans doute que très peu probablement militaire. D'ailleurs, la seule fois où les Américains et les Chinois se sont opposés militairement, c'est lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud en 50-51. Et donc là, quand il y a eu l'offensive de MacArthur, en fait, les Américains ont été confrontés à quelques divisions chinoises, jusqu'au point que MacArthur, à l'époque, voulait lancer une trentaine de bombes atomiques sur la Chine. On a dû le relever de ses fonctions in extremis parce qu'il n'était plus sain de corps ni d'esprit. Mais donc, c'est Mitterrand qui avait dit, dans 94-95, 1 ou 2 ans avant sa mort, il avait dit ce serait une guerre à mort, mais sans mort, entre la Chine et les États-Unis pour la dominance du monde. Et je pense que les Chinois ont un avantage, c'est qu'en fait le territoire sur lequel ils peuvent s'étendre de manière commerciale est bien plus large quand on voit la map monde que les États-Unis, qui sont finalement assez étroits en termes de couverture géographique. Donc ce serait une lutte acharnée, qui bien sûr va être une lutte d'abord technologique, mais qui sera plus que ça, je pense. Ce sera une lutte qui portera sur le modèle de gestion publique, et je crois qu'on sentira les effets chinois d'une normalisation des comportements humains comme ils l'ont imposé chez eux. Je pense. Ce qui a clivé entre Trump et Biden, c'est notamment la gestion de la crise Covid, avec la question du port du masque. Et on peut se demander d'ailleurs si l'élection avait eu lieu quelques semaines plus tard, alors qu'on avait découvert les vaccins de Pfizer et les autres. Est-ce que finalement le scrutin n'aurait pas été, le résultat n'aurait pas été différent, que Trump aurait bénéficié du fait qu'on trouve un vaccin finalement? Je ne crois pas, parce que il y a une trame morale qui prévaut aux États-Unis et qui a été en fait entre guillemets théorisée par le président Woodrow Wilson, qui avait été président donc au moment dans les années 10. C'est lui qui avait signé le traité de Versailles. Et en fait, c'était un fils de presbytérien. C'est un homme extrêmement important dans l'histoire américaine d'ailleurs. Et en fait, c'est lui qui a théorisé le fait que les États-Unis étaient la terre promise par Dieu aux gens qui méritaient d'y vivre. Et donc, il a justifié que c'est le titre du livre de Barack Obama, Terre promise. Oui, oui. C'est sa bio. J'ai été très frappé par ce titre aussi.
Alors, mais c'est Wilson qui l'a utilisé, le premier. Et donc, c'est parti de l'idée que finalement, seuls les plus forts méritaient d'y vivre. C'était un continent quand même qui avait vécu une guerre civile 30 ans plus tôt, 35 ans plus tôt, 45 ans plus tôt, pardon. C'est un pays au sein duquel les immigrants arrivaient, mais seuls les plus valides et les moins malades arrivaient à survivre. Et donc, il y a une trame morale qui est en fait qu'il faut mériter d'être américain. D'ailleurs, quand quelqu'un devient américain, sauf quand il est né par hasard sur le territoire, en fait, il oublie ses origines. L'ancêtre commun de tous les Américains, c'est George Washington. Il n'y a personne avant. D'ailleurs, quand vous demandez à un Américain « Where are you from ?», en fait, il va parler de l'endroit où il est né, où il était à l'école, à l'université, où il a travaillé, mais jamais il ne va parler de l'origine de ses ancêtres, à savoir des immigrants italiens, sauf évidemment quand ils veulent, quand c'est incontestable, parce qu'on vit dans Chinatown ou Little Italy, mais sinon il ne va pas en parler. Pour lui, c'est ce qu'on appelle le melting pot américain, le pot qui est de fusion, on fusionne les personnes. Et donc, dans le cas de cette trame morale, la maladie est considérée comme quelque chose qui sépare les forts des faibles. Il n'y a pas eu de manifestation aux États-Unis pour revendiquer le combat contre la maladie. Au contraire, Trump a été applaudi et il s'est présenté lui-même comme étant un homme fort, un peu comme Poutine, qui est capable de surmonter la maladie. Souvenez-vous du fait qu'il voulait mettre un t-shirt de Superman après avoir été passé quelques jours à l'hôpital. Et donc, il y a une sorte de loi, mais qui est tout à fait inhérente à l'esprit fondamental du libéralisme qui était, je crois, théorisé au XIXe siècle par certains Stuart, je pense. C'est cette idée de darwinisme qui prévaut, de darwinisme social, économique, médical, et qui fait qu'une maladie, c'est comme un vent mauvais qui traverse un pays continent, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont tomber, des choses qui vont rester. Et l'important pour les Américains, c'est de montrer qu'on est capable de surmonter la difficulté. C'est ce qu'on appelle la résilience américaine, au-delà des difficultés. Donc je ne pense pas que l'absorption d'un vaccin aurait pu changer les choses. Et je ne suis pas du tout sûr non plus que c'est l'aspect médical qui a conduit à la victoire de Biden. Parce que ce qui est important pour les États-Unis, c'est le fait d'avoir son sort entre ses mains et d'être capable de surmonter les difficultés. Au reste, les Américains n'ont jamais été fondamentalement demandeurs d'une couverture sociale. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils n'ont pas envie de payer des impôts. Ils se plaignent de la cherté de leur couverture sociale et médicale individuelle, mais en fait, tout le système américain est fondé sur la mobilité du travail, et pour rendre quelqu'un mobile, il faut le faire bouger. Pour le faire bouger, il faut le faire travailler du point A vers le point B, et c'est pour ça que seules les entreprises donnent une couverture médicale plus ou moins raisonnable, et donc ça suppose que le travail trouve dans le capital une protection sociale que l'État ne fournit pas. Donc, je n'ai pas cette intuition. Je peux me tromper, mais je n'ai pas cette intuition. Alors, on a du temps pour les questions. On a encore pas mal de temps. Donc, je propose que nos participants puissent poser des questions, et je suppose qu'il y en a, vu le sujet. Oui, on va céder la parole à Sabine. Voilà, Sabine. Sabine, on t'écoute. Vous m'entendez ? Oui, très bien. J'aurais voulu avoir ton avis sur l'évolution de la relation avec la Russie. C'est très ambigu quand même comme relation. Bon, je pense que les gens Trump n'était pas le seul à gérer les États-Unis. Trump est le reflet d'une infrastructure qui lui était préalable. Moi, je pense que les Américains ont fait le pari de s'allier à la Chine à la Russie contre la Chine. Quand on est la guerre, c'est une question d'alliance. Les rapports de force, c'est une question d'alliance. Et donc, à mon avis, c'est pas Poutine en in persona qui est important, mais c'est le fait d'avoir un allié contre la Chine. Et finalement, en s'alliant avec Poutine, même si les traités n'ont pas été renouvelés, c'est aussi l'assurance de pouvoir redéployer la force militaire vers la Chine plutôt que de devoir garder des frontières militarisées entre les pays d'Europe occidentale et la Russie. D'ailleurs, ce que Trump voulait faire et ce que Biden ne fera peut-être pas, c'était de déplacer une partie des troupes en Allemagne vers la Pologne, sachant que finalement la frontière allemande reste ouverte alors que c'est la plus poreuse par rapport au monde occidental. Okay. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Jacques Pire a également une question pour toi, Bruno. Oui, monsieur Coleman, oui. Bon. Et au même niveau, comment voyez-vous les relations entre les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne? Sans grand changement. Sans grand changement. Éventuellement, quoi, une demande des États-Unis que l'Europe participe de plus en plus à son effort de défense? D'abord, c'est une demande qui est légitime. Hein. Finalement, l'erreur massive qu'on a faite en Europe, une fois que la réunification allemande a été réalisée et qu'on a pu baliser quand même les frontières de l'Allemagne dans la juxtaposition de deux pays, c'est d'avoir continué à interdire à ce que l'Allemagne soit militarisée de manière offensive. Nous avons été la protection allemande a fait l'objet d'un effet d'aubaine de protection par les Américains, mais si l'histoire devait être réécrite avec 40 ans de recul, quand on gomme, bon c'est difficile à faire, mais quand on gomme la période de l'aberration de la Seconde Guerre mondiale, on a un pays qui aurait dû assurer sa propre défense. Donc alors maintenant, sous l'angle commercial, l'Europe n'a pas été tellement touchée finalement par les mesures de Trump, elle était beaucoup moins que ce que j'avais imaginé, notamment parce que le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Europe au moment des éventuelles taxations. D'ailleurs, ils ont été ciblés notamment sur la France, et que je crois que Trump voulait éviter que certaines entreprises anglaises soient visées par le protectionnisme qui aurait touché aussi le reste de l'Europe. Mais je ne m'attends pas à de grands changements à ce niveau-là. Par contre, il y aura certainement une intelligence collective plus développée en termes de protection militaire et de l'OTAN. C'est surtout au niveau de l'OTAN, je pense qu'on va voir un changement. Merci. Pour continuer le tour du monde, par rapport au monde arabe et notamment l'Iran, est-ce que là aussi tu vois un changement? Oui, je pense que Biden va tenter de renouer l'accord qui avait été conclu il y a 3 ans avec qui avait été détricoté il y a 3 ans par Trump. Et je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont absolument essayer de stabiliser cette zone. L'Iran, c'est compliqué. Hein. L'Iran, c'est entre la Chine et l'Europe quasiment. Et l'Iran est en train de définir un couloir qui va jusqu'à la Méditerranée et qui bénéficie plus ou moins de la protection russe. Donc, il n'y a aucun intérêt pour les Américains à lancer une guerre en Iran. Ça n'a pas d'intérêt, c'est une guerre qui serait au milieu de nulle part. Elle serait aussi insensée que ce qu'on a vu en Irak, c'est-à-dire en fait une catastrophe après quelques années. Et au niveau du dollar, est-ce que là, il y aura un changement par rapport à la politique de Trump? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui m'a vraiment... Ma crainte, et je l'avais écrit d'ailleurs, c'était qu'à un moment, il y ait une perte de confiance dans le dollar américain si ces élections avaient donné lieu à un tumulte, à une contestation permanente. En fait, finalement, ça a été contesté, mais moins longtemps que je ne pensais, et j'avais très peur d'une perte de valeur du dollar comme étant, oui, comme si la confiance dans l'étalon commençait à disparaître. Et d'ailleurs, l'augmentation de la valeur de l'or je la voyais comme étant anticipative, ou en tout cas en corrélation avec cette éventuelle perte de confiance dans le dollar, et aussi dans les problèmes évidemment de sanitaire. Mais je crois il faut se rappeler une chose, c'est que le dollar est une devise structurellement dévaluationniste. On ne peut pas avoir une devise de réserve, une devise de transaction qui est la plus importante du monde, tout en voulant en faire une monnaie de réserve, c'est-à-dire une monnaie de thésaurisation comme le franc suisse. C'est pas possible. Les monnaies de thésaurisation sont fortes, pénalisent les exportations, tandis que les Américains avaient une monnaie qui favorise les exportations, et donc il y a tendance naturelle du dollar, c'est, en termes relatifs évidemment, de se déprécier plus vite que les autres devises. Donc, je ne vois pas pourquoi, sachant qu'en plus les banques centrales, mais la Fed est la plus importante évidemment, et le plan de simulation américain sera le plus important au monde, imprime de l'argent, je ne vois pas pourquoi le dollar se renforcerait. Certains d'ailleurs disent qu'ils voient le dollar avec une perte de 20%. J'ai vu ça dans une banque d'affaires quelconque. C'est énorme. Au niveau des taux d'intérêt, est-ce que là aussi la politique de la Fed en 2021 va être modifiée, ou bien est-ce qu'on va poursuivre comme dans les années précédentes? Non. Surtout s'il y a des gars, on va vivre dans une période de taux d'intérêt bas, donc de taux d'intérêt réel négatif. Pourquoi? Parce que la seule chose, il y a les 2 éléments qui pourraient conduire à une augmentation de taux d'intérêt serait une prime de risque de crédit. On a moins confiance en un pays ou en une économie.
ça peut arriver. Mais la perte de confiance dans le dollar serait quasiment systémique, et ou une anticipation d'inflation. Mais si toutes les banques centrales impriment de la monnaie au même rythme, je ne crois pas qu'on aura de différence dans les taux, et donc ils vont rester assez bas. D'ailleurs, c'est le cas maintenant depuis quand même 2-3 ans. Hein. Ouais. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Calment? Peut-être Marc, tu aurais rebondi là-dessus? Oui. Dans la foulée, sur les marchés financiers, le Dow Jones aux États-Unis est proche des 30 000 points, record absolu. Le Nasdaq a fortement monté cette année. On voit que l'action Tesla, qui rentre dans l'indice Standard & Poor's 500, est en train de bondir, mais ça n'arrête. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une surchauffe quelque part qui va mal se terminer? Ou bien un leadership en matière d'innovation qui est absolument incroyable. Parce que quand on prend les GAFA sont, bon, bien sûr, on sait qu'il y a Alibaba, il y a d'autres concurrents, mais les GAFA ont un champ de commerce et une capacité à rassembler des métiers absolument invraisemblables, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, on ne peut pas juger les valeurs de ces entreprises à l'aune de ce qu'on a connu dans le passé. Puisqu'en fait, auparavant, on était dans une économie essentiellement de flux physiques, pas de flux digitaux. Et mais il faut savoir qui est Tesla. Tesla, c'est un monsieur qui était un adjoint d'Edison. Et il a déposé à peu près 300 brevets, la plupart ont été volés parce qu'il les a mal documentés. Il est mort dans les années 40, je pense. Et donc, je pense que Musk est, à mon avis, un des véritables inventeurs du monde. Je pense qu'il est digne de Thomas Edison. Parce que quand on prend des Jeff Bezos et autres, ce sont des gars, en fait, qui ont facilité, qui ont modifié la nature du commerce en le rendant plus fluide, en le rendant différent, le paramétrant. Mais Musk, ce qu'il fait, c'est une véritable révolution industrielle à l'aune de l'économie des services. C'est-à-dire, c'est l'homme quand même qui fait monter et descendre des fusées, c'est l'homme qui pense à des transports et puis qui a révolutionné l'automobile. Donc, à mon avis, c'est un digne héritier de Thomas Edison. Et il faut le rappeler, hein, c'est Thomas Edison qui, grâce à l'électrification, a donné un regain de croissance. Je disais, il faut voir ce film à The Race, un regain de croissance à l'économie américaine que j'avoue, je ne soupçonnais pas avant d'avoir vu le film, avant d'avoir fait quelques vérifications. Non, donc à un moment, eh bien, évidemment, l'avantage concurrentiel disparaît. Une entreprise a un monopole temporaire, c'est pas perpétuel, sauf évidemment à devenir un monopole de plus en plus puissant, et il y a une limite physique à tout. Mais je pense que le gain de la valeur d'entreprises comme Amazon est le reflet d'une modification fondamentale de comportement. Combien capitalise aujourd'hui Carrefour par rapport à Amazon? Peut-être 2% de la valeur d'Amazon, 1% ou 2%. Pas grand-chose. Un jour Carrefour peut faire c'est pas pour ton journal, Marc, hein, mais un jour Carrefour peut faire l'objet d'une OPA par Amazon, simplement parce qu'Amazon a besoin d'avoir des entrepôts. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yves Tritard, oui. Alors Yves, on t'écoute. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Qu'est-ce qu'on m'entend? Oui. Okay. Par rapport aux enjeux sur les accords du climat, bon, on sait bien, je veux dire, on a bien vu qu'il y avait eu un retrait de Trump, mais Biden, comment ça se passera à votre avis? Bien, parce qu'il y a nommé Kerry. Et Kerry a signé la COP 21. Trump n'avait pas compris que, mais Kerry le sait parfaitement, que les Chinois ont gagné un avantage concurrentiel en matière d'économie verte, absolument incroyable, comme ils l'ont fait dans le photovoltaïque. Et donc, je pense que bien que Biden soit plus âgé que Trump, Biden a compris l'avantage économique qu'il avait à s'imposer comme étant un leader dans ce domaine. Donc ça va complètement changer. Pas simplement pour la planète, hein, je pense, simplement parce que ils sont capables de créer une dynamique de commerce et un écosystème qui en fait reflète une transition dans laquelle tous les pays vont passer. Merci. Alors il y a Marc Jaunen également qui a une question à te poser, Bruno. Marc, la parole est à toi. Bonjour. Maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'Europe,
Pensez-vous qu'ils vont se rapprocher des États-Unis? Ils sont quand même culturellement liés, ils sont cousins, dit-on. La position de l'Europe par rapport à cela, c'est un triangle qui peut rebasculer ou changer en fait. Je pense modiquement, parce que même les Anglais ont compris que finalement les Américains ne seraient jamais un relais au commerce qu'ils pouvaient avoir avec l'Europe. Ils vont de toute façon bénéficier d'un statut particulier, ce ne sera pas véritablement un pays tiers au sens de l'OMC. Et donc, ne fût-ce que, bon, alors on peut imaginer dans certains domaines soit le cas, mais ne fût-ce que l'éloignement géographique et la proximité avec l'Europe, ils sont quand même qu'à 30-40 km avec en plus un train qui passe sous la mer avec l'Europe, fait qu'on sera toujours leur partenaire principal. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'ils se développent, et on le sait, hein, on l'a souvent lu dans des journaux comme l'Écho, ils se développent comme étant un centre financier de type Hong Kong, hein, ou plutôt Singapour, pardon, et c'est-à-dire un centre libéral et flexible en matière de concentration d'entreprises. On verra bien. Mais je pense pas que les États-Unis soient un substitut naturel à l'Europe dans le cadre du Brexit. Non. Merci. Jean-Jacques Pire a encore une question à te poser. Jean-Jacques? Il a recoupé son micro. Jean-Jacques, il faut ouvrir ton micro. On ne t'entend pas. C'est le modérateur. Voilà, je pense que là c'est bon. Jean-Jacques. Non, il recoupe chaque fois. Jean-Jacques. C'était le modérateur qui m'avait désactivé. Voilà. La question que j'avais, c'était au niveau de l'inflation. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais si on réinstaure dans l'inflation, disons, l'évolution de l'immobilier et l'évolution des marchés financiers, ne pourrait-on pas dire qu'il y a une partie d'inflation et que finalement, l'inflation n'est pas partie dans l'économie réelle, mais qu'elle se situe dans deux pôles, qui est l'immobilier et les marchés financiers. Vous avez raison. C'est une inflation. Vous savez, la seule inflation qui est le signe de vivacité d'une économie, c'est l'inflation salariale. C'est quand en fait la quantité de travail disponible se raréfie et qu'il faut donc augmenter les salaires pour attirer des gens et les remettre au travail. Ça, c'est la bonne inflation. La mauvaise inflation, c'est de l'inflation qui vient de la planche à billets, et uniquement de la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Milton Friedman, quand vous prenez une tarte, que vous la coupiez en 6 ou en 12, ce sera la même tarte. Hein. Et donc l'argent vaut moins parce qu'il est produit de manière trop abondante. Alors, on a une inflation de stock, mais pas de flux. C'est ça l'histoire. On n'a pas d'inflation dans les flux de commerce. La core inflation reste basse, parfois même négative. Et on a une inflation de stock d'actifs existants. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt sont bas. Donc, ce n'est pas une inflation qui a un phénomène monétaire, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas. Et donc, comme on sait que la valeur de tout actif se mesure par l'actualisation de ses flux ou de son utilité future, le fait d'avoir des taux d'intérêt bas et souvent une prime de risque qui est réduite aussi, diminue la valeur du futur et augmente donc la valeur du présent. Mais si tout d'un coup les taux d'intérêt remontaient, pour des raisons non inflationnistes, on verrait bien que les bourses et l'immobilier vaudraient moins, c'est sûr. Donc c'est pas la même nature, je pense. Oui, bien sûr, le taux d'intérêt inclut l'inflation anticipée. Donc si les taux d'intérêt sont bas, c'est d'abord parce qu'ils ont été forcés à la baisse par les banques centrales et parce qu'il n'y a pas d'anticipation d'inflation. Ça, on est bien d'accord. Mais donc on parle effectivement d'une inflation de stock, mais pas de flux. Oui. En termes d'économie, on voit évidemment aux États-Unis, il y a vraiment un grand problème au niveau du Covid, avec des gens qui se protègent et des gens qui ne se protègent pas. Il y a quand même pratiquement 70 millions de gens qui sont pro-Trump. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes au niveau de l'économie générale. Est-ce que ça risque pas un petit peu de ralentir l'économie américaine en 2021? Je ne crois pas que ça va la ralentir parce que l'important c'est que les gens travaillent. Donc là, c'est une économie qui est basée, qui est confidence driven, hein, qui est basée sur la confiance. Non, dans les 70 millions de républicains, ce qui est plus interpellant, c'est de savoir quel sera leur degré d'acceptation et de soumission à une économie, à un gouvernement démocrate
très différents de Trump. Quel sera leur niveau de nostalgie par rapport à Trump? Alors peut-être que ça va s'oublier, un peu comme Sarkozy. Hein. On disait que Sarkozy allait créer un benchmark en matière de comportement présidentiel qui disqualifierait tous ses successeurs. Ça n'a pas été le cas. Il faut simplement espérer que voilà, tout ça s'atténue paisiblement et que Trump, mais je crois qu'il va le faire évidemment, hein, ne continue pas à entretenir un retour dans moins de 4 ans. Et la pire situation serait d'avoir en fait deux. C'est pour ça que quand je dis que Trump a gagné, bon, il n'a pas gagné dans les grands électeurs, mais je pense que Trumpisme va gagner, parce que la pire situation serait que Trump continue à se présenter comme un chef d'État. C'est-à-dire qu'il y ait deux présidents américains, un officiel et un officieux. Un peu comme quand il y avait la cohabitation française avec Chirac et Mitterrand, où en fait, voilà, il y en a un qui va aller voir Poutine et puis le lendemain sera l'autre. Et qu'en fait, il soit reçu comme un chef d'État digne de ce nom, peut-être différemment protégé, et qu'il ait un pouvoir d'influence peut-être beaucoup plus important que celui que Biden aura. Et donc, je pense que la présidence de Biden est loin d'être gagnée, loin d'être gagnée. L'erreur qu'on fait, on tombe toujours on bute sur la même pierre en Europe, c'est qu'on voit les États-Unis avec nos yeux. On voit les États-Unis avec l'image qu'on aimerait bien s'en faire, c'est-à-dire effectivement la terre promise auquel Marc faisait référence. Et on aime bien l'image pure, aseptisée, courageuse des États-Unis. C'est Top Gun dans le cinéma, c'est les GI qui sont arrivés en 1944, et donc ça donne une impression différente de la réalité de la vie. Il faut vraiment vivre là-bas. Moi, j'ai la chance d'y avoir étudié, d'y avoir vécu quand même pas mal de temps, pour comprendre la dureté de la vie. Il n'y a pas de protection, on est livré à soi-même, donc c'est-à-dire qu'on doit se battre tous les jours pour assurer sa survie, la protection de la famille, et donc peut-être que dans la filmographie américaine, la série qui a le mieux représenté les États-Unis, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Hein. Je protège avec un revolver, avec un fusil, ma famille, dans un système plus ou moins ressemblant à ce qu'on a maintenant. Mais c'est ça les États-Unis. Hein. Et puis quand ça va pas, de manière concentrée, on part, on va dans un autre État, on va travailler, on va chercher du boulot. Donc c'est une économie qui est extrêmement dure. Hein. J'avais écrit dans cet article dans l'Écho en 2017, c'est pas Starkey Hutch, hein, les États-Unis, c'est très différent. Hein. En termes de dualité, on a entendu également qu'éventuellement Trump pourrait avoir une chaîne de télévision donc aux États-Unis. Est-ce que ça aussi, ça risquerait pas aussi de faire un peu contre-pouvoir par rapport à Biden? C'est bien sûr que si. Moi, je pense que Trump, je pense qu'il est convaincu qu'il aurait dû gagner l'élection. J'en suis certain. Et que donc, oui, il va peut-être faire, ou bien il va utiliser Fox News, ou bien il va créer sa propre télévision. Mais je pense que Trump, en fait, est beaucoup plus proche de l'esprit pionnier américain que les Biden. Et puis il ne faut pas oublier une chose, Biden est très très âgé, hein. Biden aussi peut avoir un problème de santé, auquel cas on aurait une femme d'origine eurasienne en partie comme présidente. Et ben voilà, ça peut aussi susciter à un moment un désagrément chez certains, ce serait bien malheureux, mais donc il ne faut pas voir les États-Unis avec nos yeux. Trump, à mon avis, Trump considère qu'il est en situation de pouvoir créer une dynastie présidentielle et que voilà, si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Hein. Merci Bruno. Bruno Belchior a une question également pour toi. Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure quand vous abordiez l'aspect énergie renouvelable. Donc, vous parliez de la Chine qui avait pris de l'avance, que Biden en avait conscience et que quelque part voulait rétablir l'équilibre. Moi, ma question, c'est où se situe l'Europe par rapport à tout ça, notamment avec son projet au niveau de la production d'hydrogène. Est-ce qu'elle a une chance de pouvoir jouer dans la partie d'échecs qui se livre ou pas? Bah écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la matière, mais ce que je remarque quand même, c'est qu'on a décidé d'un plan de simulation de 750 milliards d'euros, que rien n'a été décidé, on connaît plus ou moins les allocations par pays, mais il n'y a rien qui se fait. D'ailleurs, en Belgique, par exemple, et Thomas Dermine est un homme remarquable, le secrétaire d'État à la relance. On parle maintenant d'un projet d'investissement public de 5 milliards d'euros, complété par le privé pour en faire 20, je ne sais pas d'où viendra l'argent du privé d'ailleurs, mais 5 milliards, c'est pas grand-chose, hein. C'est jamais que 1% du PIB de la Belgique. Donc, je ne sais pas, moi je suis sceptique par rapport à tout ça. Je pense qu'on manque d'unicité de vision, et je ne sais pas, j'ai pas un sentiment
de cohérence en tout cas. Je sais pas. Si j'entends bien la réponse, et on en revient au problème de fond de l'Europe, c'est cette division qui existe entre les différents États et le fait qu'on n'arrive pas à parler à l'unisson. Oui, on parle déjà des langues différentes, donc... Oui, tout à fait. Ok, merci. Je vous en prie. Merci Bruno. J'ai également Jean-Pierre Fecken, mais qui doit ouvrir son micro de son ordinateur parce qu'il est coupé apparemment. Jean-Pierre, est-ce que tu peux ouvrir ton... Tu nous entends? Je vais passer la parole à Marc en attendant. Marc, tu peux peut-être refaire encore une... Oui, je reviens sur... Mais je voulais peut-être terminer parce qu'on l'heure avance. C'est l'âge de l'équipe Biden. Biden, c'est vrai, à 77 ans, bientôt 78. Il en aura 78 quand il prend ses fonctions. Janet Yellen a 74 ans. Kerry, ce n'est pas un jeune de la troupe. Comment se fait-il que les États-Unis ne trouvent pas un renouveau politique parmi les plus jeunes? Mais au niveau démocrate, ils ont très mal géré ça. Oui, mais au niveau démocrate, ils ont terriblement mal géré tout ça parce que d'abord, ils ont laissé une pluralité d'opinions avec Sanders, avec Cortez à gauche, avec Warren qui était aussi anti-Wall Street. Et donc, ils ont été incapables de se mettre d'accord. Mais c'est tout à fait dans l'esprit américain. Hein. C'est que le meilleur gagne. Ils ont d'ailleurs dû faire des primaires, avec deux débats publics au sein duquel ils sont copieusement engueulés. Ils ont mal géré le renouveau, c'est-à-dire que je pense que les Américains n'ont pas de cadre conceptuel dans le parti. Il n'y a pas de charte de parti. Il n'y a pas de texte fondateur. Et c'est un peu ce qu'on voit ici en Belgique. Hein. Le PS est bien mieux organisé en termes d'études, de structuration, par des sections, par des votes, que ne l'est le MR, qui est un parti d'individualité qui se juxtapose avec parfois des combats un tout petit peu fratricides et fraternels en même temps. Et donc les Américains gèrent mal les démocrates américains ont très mal géré leur succession. Mais ceci étant, je pense que Biden a voulu absolument avoir des personnes de confiance à ses côtés et gérer ça dans la symbiose d'idées et dans la confiance. C'est-à-dire pas être dans une logique où en fait on fout à la porte de manière clanique quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc voilà. Et comme a dit un jour Philippe de Waut, il m'a dit un vieux pommier ne fait pas de vieilles pommes. C'est une belle expression, je trouve. Voilà. Belle expression. On va peut-être clôturer sur cette bonne nouvelle. Voilà. Nous allons tous retenir. Voilà. Un grand merci en tout cas à Bruno Coleman. On peut l'applaudir. On peut vous l'applaudir. Merci en tout cas. Merci de. Marc, je t'appelle alors maintenant. Marc, je t'appelle. Oui. Ça va? Ok. Dans 5 minutes. Voilà. Ça va? Okay. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir à vous tous. Bye. Et merci, à très bientôt. Au revoir. Prochaine réunion la semaine prochaine, le 1er décembre. Voilà. Le 1er décembre, donc avec Étienne de Calataille, qui sera notre orateur. Le titre, ça sera donc en quel état sortirons-nous donc de la pandémie. Ensuite, nous aurons Éric Dor le 14 décembre, c'est un lundi, sur les réponses à la crise actuelle, où en est-on, et là aussi que peut-on entendre de 2021. Et pour rester donc dans l'esprit américain, nous avons un nouveau membre qui est également un chief économiste aux États-Unis, à New York notamment, et qui interviendra donc le 19 janvier prochain à 15h, puisque décalage horaire oblige, donc pour lui ce sera à 9h du matin, plus ou moins, je pense, 10h. Et donc nous, ce sera à 15h le 19 janvier prochain. Voilà. À très bientôt, une très belle journée. Mais un grand merci à vous tous. Un grand merci Marc également pour ta présence et pour ton animation, comme d'habitude, toujours impeccable. Et on se retrouve donc à très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à le contacter. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, à bientôt.